Bien, on se retrouve pour une sixième vidéo de la classe de sixième, c'est un hasard, et nous allons étudier un dessin animé qui s'intitule Alma, ce qui en espagnol se dit Un dibujo animado Alma. Alors, je fais apparaître ici, ça n'est pas très lisible, le lien vers la vidéo sur laquelle nous travaillons et qui sert de fond d'écran. Alors, c'est pas très lisible ici, mais c'est plutôt un pense-bête pour moi, pour penser à le mettre dans la description. Alors, il faut savoir que, éventuellement, si ce lien ne fonctionne pas, il suffit de rentrer sur la barre de recherche de YouTube le titre que j'ai mis à cette vidéo, c'est-à-dire Un dibujo animado Alma. Si vous mettez ça, normalement, vous devriez tomber dessus assez facilement. Alors, avec vos camarades, nous avons présenté le document en espagnol. Alors, vous allez répéter après moi quand je vous fais signe. Presentación. Vous faites pause et vous répétez. J'espère que vous n'avez pas, entre guillemets, zozoté quand vous avez lu ce mot-là. En français, on dit présentation. En espagnol, on dit bien presentación. Alors, méfiez-vous avec tous ces mots qui ressemblent beaucoup au français. Ils ont l'air faciles. C'est vrai qu'ils sont faciles à comprendre, à prononcer. Mais par contre, pour l'orthographe, attention, ici, vous avez une différence. Là, vous avez la lettre C et non pas la lettre T comme en français. Et moins grave, vous avez ici un accent écrit. Alors la première question, c'est comment s'intitule la vidéo? Vous remarquez tout de suite que le mot vidéo en espagnol est masculin, on dit el video, et sinon vous remarquez que la structure de la question ressemble beaucoup en espagnol à une structure en français. Comment s'intitule la vidéo? Ça veut dire que pour répondre, vous allez pouvoir utiliser une bonne partie de la question. Le sujet qui se trouve après dans la question, vous allez le mettre d'abord, et ensuite vous allez mettre le verbe qui se trouve en premier dans une question en français comme en espagnol. Et vous pourrez donc dire la vidéo s'intitule. Et pour la réponse, elle apparaît en gros ici. Et c'est donc assez facile. Vous voyez que quand je pose une question en classe, c'est extrêmement pratique pour vous de l'avoir sous les yeux parce que vous allez pouvoir, la plupart du temps, vous appuyer sur la question pour répondre. Ça vous donne du vocabulaire, ça vous donne des verbes qui sont déjà conjugués la plupart du temps. Des fois, certaines questions ne vous aident pas beaucoup, mais là, vous allez pouvoir le réutiliser. Vous allez répéter après moi la question quand je vous le dis. Comment se titula el video? Vous faites pause et vous répétez. La deuxième question est donc assez facile à comprendre. Elle vous apporte en fait déjà une réponse à la question précédente. Vous voyez ici, c'est souvent le cas. L'autre avantage des questions, c'est que quand vous lisez toutes les questions, vous vous rendez compte que certaines questions répondent à d'autres questions qui ont déjà été posées auparavant. Celle-ci signifie pourquoi ça s'intitule Alma, ¿por qué se titula Alma? Et il faut savoir que le mot alma signifie l'âme, ou l'esprit, mais disons plutôt l'âme. Alors, quand vous avez une question comme ça, vous avez peut-être besoin de comprendre certains mots qui vous échappent, et à ce moment-là, il faudra me demander en classe que significa alma, par exemple, que signifie âme, pardon. Et moi, je vous donnerai bien entendu la réponse pour vous aider un petit peu. Et quand vous allez répondre, vous aurez peut-être besoin de vocabulaire. À ce moment-là, vous me demanderez en espagnol comment dit-on et comment se dice, plus le mot qui vous manque en français. Alors, vous allez répéter après moi quand je vous fais signe. ¿Por qué se titula Alma? Vous faites pause et vous répétez la question. Voilà une question qui est bien longue, mais qui n'est pas très difficile. Alors, avec quoi est écrit le nom de la fille? Alors attention, ici vous avez un faux ami, ça n'est pas le nombre, mais vous voyez que vous avez les trois mêmes lettres qu'en français, N-O-M, le nom de la fille. Vous allez répéter après moi, ¿Con qué está escrito el nombre de la chica? Vous faites pause et vous répondez. Et vous lisez, pardon. Alors pour répondre par contre, en classe, vos camarades ont eu besoin de me demander le mot craie. C'est écrit avec une craie. Donc ils m'ont probablement posé la question, ¿Cómo se dice une craie?
Moi, je leur ai répondu una tiza, alors qui s'écrit T-I-Z-A. En classe, j'ai pu leur mettre au tableau. Vous, je vous le dis oralement. Question suivante et image suivante. Pourquoi c'est écrit avec de la craie? Alors, vous voyez, là encore une fois, ici, vous avez la réponse à la question précédente. J'ai un peu fait exprès. Ça n'est pas toujours le cas, des fois c'est un hasard. Et puis, pour progresser, je suis obligé de m'appuyer sur la réponse de la question précédente. Vous allez répéter après moi quand je vous le dis. ¿Por qué está escrito con tiza? Vous faites pause et vous répétez. J'espère que vous n'avez pas osoté ici. Hein. Le Z se prononce toujours se en espagnol. Ou the, c'est-à-dire comme le TH en anglais. Ça, c'est pour ceux qui veulent avoir l'accent espagnol. Moi, personnellement, j'ai plutôt un accent plus ou moins latino-américain. Dernière question, dernière image, et deux dernières images. Comment s'appelle le réalisateur, le directeur du dessin animé, celui qui a fait le dessin animé? Vous répétez après moi quand je vous fais signe. Como se llama el director? Vous faites pause et vous lisez. Alors je vous ai mis ici une photo. Si vous ne regardez pas ça sur un smartphone, la taille doit suffire. Et vous avez son nom qui apparaît ici à gauche. Donc assez pratique. Bien. Nouvelle image, nouvelle question. Et je vous ai demandé en classe où se situe la scène. Donde se situa la escena? Vous faites pause et vous répétez. Alors faites attention ici à un petit détail, certains mots peuvent vous dérouter parce qu'ils ne ressemblent pas apparemment au français, mais en fait si. Si vous enlevez le E qui se trouve là, vous retrouvez le mot français scène. Alors ce qui se passe, c'est que les Espagnols ont horreur de prononcer un mot qui commence par S suivi d'une consonne. Ils rajoutent toujours un E devant. Et même système que précédemment, vous réutilisez le sujet d'abord, ensuite le verbe, et là, vous avez eu besoin, vos camarades ont eu besoin en classe de me demander du vocabulaire. Et ils m'ont probablement dit comment se dice une ville. Et je leur ai répondu una ciudad, que j'ai écrit au tableau. Ciudad, ça s'écrit C-I-U-D-A-D. Donc là, vous pouvez essayer de faire, bien entendu, la réponse. Vous pouvez vous entraîner à l'oral. Question et photo suivante. Vers où descend la caméra? Attention à l'orthographe ici, vous avez une différence par rapport au français. Vous répétez après moi hacia donde baja la cámara. Vous faites pause et vous répétez. Alors oui, je vous rappelle que la caméra fait ce genre de mouvement pour se centrer ensuite sur Alma qui rentre dans cette rue. Qu'est-ce que j'ai demandé ensuite à vos camarades? Qui marche dans la rue de la ville? Ah, vous voyez que ici, vous avez la solution à la première question. Donc, sous vos yeux, c'est déjà écrit. Vous répétez après moi quand je vous fais signe. Quien anda por la calle de la ciudad? Vous faites pause et vous répétez. Alors là, votre question est un petit peu compliquée. Donc, vous devez commencer par le sujet qui n'apparaît pas dans la question, puisque je demande qui marche, donc je pose une question sur le sujet. Vous avez ici la fille, vous connaissez le titre de la vidéo qui se trouve également tout à fait en bas, donc vous pouvez réutiliser ça. Vous commencez par là, et ensuite vous réutilisez la fin de la question qui se trouve dans le bon ordre. Donc en fait, vous avez juste à supprimer quien, mettre la bonne réponse ici, et vous avez votre réponse complète et sans aucune difficulté grammaticale. La seule difficulté que vous pouvez avoir, c'est une difficulté de prononciation. Ah, alors j'ai changé de couleur de fond pour la question parce que là j'ai demandé à vos camarades un petit peu d'analyse et de réflexion. Là je leur demande comment est le temps. Vous répétez après moi, como es el tiempo. Pause et vous faites la lecture à voix haute. Bon là je pense que c'est assez clair. J'ai demandé ensuite quelle couleur domine.
Vous répétez après moi, que colores dominan. Vous faites pause et vous lisez à voix haute. Alors faites attention avec le mot color. J'ai rajouté ES parce que c'est un pluriel. Le mot color est un mot masculin en espagnol, contrairement au français. Donc pour ce qui est des couleurs, je pense que c'est assez clair. Il n'y en a pratiquement pas. Et dernière question. Alors vous voyez que tout est d'une même couleur parce que tout ça est lié. On construit un petit raisonnement. Quelle impression donne la scène? Alors faites attention à l'orthographe. Encore une fois, le mot ressemble au français. Alors un seul S ici. Et ça, c'est le verbe donner conjugué à la troisième personne. Vous répétez à voix haute quand je vous fais signe. Que impresión da la escena? Vous faites pause et vous répétez. Alors là, il n'y a pas qu'une seule solution possible. Ça peut être très variable selon les élèves ou selon les personnes. Bon, je pense que cette couleur grise quand même donne la tonalité générale. Alors j'ai fait un très gros agrandissement de l'image, c'est pour ça qu'elle est un petit peu floue. Et je vous demande, que voyons-nous sur le mur? Vous répétez après moi, que vemos en el muro. Vous faites pause et vous lisez à voix haute. Alors vous voyez que ici je vais vous donner en fait la réponse à la première question. Le fond est foncé parce que je vous demande un petit peu d'analyse. Il n'y a pas forcément une seule bonne réponse, il peut y en avoir plusieurs. Et je vous demande à quoi servent les affiches. Vous répétez après moi. Para qué sirven los carteles? Vous faites pause et vous faites la lecture à voix haute. Alors ici je vous les ai agrandis un petit peu, forcément ça baisse en qualité, mais vous voyez un certain nombre de détails qui me semblent relativement importants. Tenez, je vous les ai même encadrés. Et c'est ce qui contribue à rendre la vidéo un petit peu, comment dire, angoissante. Dès le début, on est un petit peu angoissé, on ne sait pas pourquoi, mais en fait, le réalisateur a laissé des tas de petits indices qui vous poussent à penser comme ça. Par exemple, ici, sur l'affiche, ça se devine à peine, parce que c'est écrit en tout petit, mais quelque part, je pense que le cerveau doit l'enregistrer, du moins quand on parle espagnol. Ici, il est très probablement écrit le mot peligro, que vous allez répéter tout de suite après moi. Peligro, pause et vous répétez. Et ce mot-là veut dire danger. Donc, entre ce mot qui est affiché ici, plus ces portraits d'enfants disparus, ceux qui connaissent la vidéo savent déjà à quoi s'attendre et pourquoi ces détails-là sont présents en arrière-plan. Alors ici, vous avez une image emblématique du dessin animé et je demande, que fait la fille? Que hace la chica? Vous faites pause et vous répétez à voix haute. Alors le problème avec les questions où le verbe c'est le verbe faire, hacer, c'est que dans la réponse en général, eh bien, il y a un autre verbe à la place. Ça complique un petit peu les choses, ce genre de questions. Souvent, elles sont moins, pas utiles, mais vous pouvez moins les utiliser pour répondre. Il va vous manquer un petit peu de vocabulaire. Ensuite, je demande avec le petit zoom qui est accompagné ici, qu'est-ce qui est écrit sur le mur? Vous répétez après moi quand je vous fais signe. Que está escrito en el muro? Vous faites pause et vous lisez à voix haute. Alors bien entendu, vous n'allez pas tout lire dans votre réponse. Vos camarades se sont contentés de me donner ça comme réponse. Et ça vous fait une réponse qui est assez facile à donner parce que vous pouvez utiliser ça d'abord comme sujet et ensuite vous avez votre phrase qui est pratiquement faite ici, en sachant que vous pouvez mettre alma à la fin. Donc il vous reste juste à supprimer que et les points d'interrogation. Dernière question de la diapositive et dernière image avec un petit détail inquiétant ici. Qu'est-ce qui apparaît dans la vitrine derrière la fille? Alors j'attire votre attention sur le mot vitrine qui est très différent en espagnol. C'est un mot masculin et on dit escaparate. Faites attention aussi à derrière la fille. En espagnol, il y a detrás de
la chica. Les Espagnols ont rajouté cette préposition. Alors, vous allez lire après moi cette question. Prenez le temps de le faire. Vous aurez peut-être besoin de le lire en plusieurs fois. Mais il faut y arriver de manière fluide, sans faire de faute et sans hésitation. Allez, je vous donne la lecture de cette question. Que aparece en el escaparate detrás de la chica. Vous faites pause et vous lisez à voix haute. Alors, vous aurez eu peut-être besoin de relire des mots comme escaparate, parce qu'à dire en une seule fois, ça n'est pas facile. Donc, le conseil que je donne, que j'ai probablement donné en classe, c'est de couper le mot en deux. Et au lieu de dire escaparate en une fois, vous dites escaparate. Et puis après, vous accélérez la lecture. Escaparate, escaparate, escaparate. Et n'hésitez pas à relire une question comme celle-là, qui est assez longue, en plusieurs fois. Vous devez la lire à voix haute tant que vous avez des hésitations ou que vous faites des fautes. Alors, j'ai changé les couleurs de fond de la question. Et où est-ce que je suis allé chercher cette couleur? Ici. Et ça n'est pas tout à fait un hasard, vous le verrez. Et là, je demande que fait la fille avec son gant pour voir mieux, pour mieux voir. Alors ici, attention à la prononciation, on dit bien mejor. Ici, le U se prononce, on va dire guante. Vous répétez la question après moi. ¿Qué hace la chica con su guante para ver mejor? Vous faites pause et vous lisez. Si jamais vous avez eu des difficultés pour lire cette question, vous pouvez le faire aussi en plusieurs fois. Par exemple, vous pouvez commencer par dire ¿Qué hace la chica? Vous faites une petite pause et ensuite vous lisez con su guante, petite pause, para ver mejor. Et là, vous avez lu votre question. Vous pouvez séparer votre question en plusieurs parties. Par contre, il faut que ça forme une unité de sens. Que fait la fille? Pause. Avec son gant? Pause. Pour voir mieux. Donc ici, elle a eu un petit mouvement circulaire. La question suivante possède un fond d'une autre couleur encore. Est-ce tout à fait un hasard? Je ne crois pas. Et j'ai demandé ici, que voit-elle dans la vitrine? Vous répétez après moi, que ve en el escaparate. Vous faites pause et lecture à voix haute. Faites attention, le V en espagnol se prononce comme un B. On dit bien B en el escaparate. Et j'ai de nouveau remis la couleur du bonnet et j'ai demandé que comprend-elle? Vous répétez après moi, que comprende? Pause et lecture à voix haute. Bon, étant donné la direction de son regard et étant donné les points communs entre certaines couleurs, on comprend vite ce qui se passe. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis ces couleurs pour les questions. Et puis légèrement avec un petit liseré jaune à cause de la couleur des cheveux. C'est très élaboré, je trouve. Alors attention dans cette question à la construction du verbe. Regardez bien la traduction. Que tente-t-elle de faire? Qu'essaye-t-elle de faire? Vous voyez qu'en espagnol, ici, il n'y a pas de préposition. On passe directement du verbe tenter au verbe faire, du verbe essayer au verbe faire. Vous répétez la question après moi à voix haute. Que intenta hacer? Et vous faites attention ici à bien prononcer in, comme en anglais. Intenta. Vos camarades m'ont probablement demandé pour répondre comment c'est dit, c'est ouvrir. Alors, ils ne m'ont pas demandé que ça comme vocabulaire, mais je leur ai donné probablement le verbe abrir, qui veut dire ouvrir, et qui s'écrit A-B-R-I-R, et qu'il faudra mettre à l'infinitif directement après le verbe intenta. Question suivante, pourquoi n'est-elle pas contente? Vous répétez après moi, ¿Por qué no está contenta? Vous faites pause et lecture à voix haute. Vous ferez attention si jamais vous écrivez ce verbe, il y a un accent écrit qu'il ne faut absolument pas oublier, parce que sinon vous faites une faute de grammaire grave, vous changez le sens du mot,
Donc il faut faire attention, juste pour ce petit accent écrit. Oui, il y a un petit son de clochette. Oui, j'ai mis une image GIF avec une clochette parce que je n'ai pas mis de vidéo dans cette présentation. Et j'ai demandé à vos camarades que se passe-t-il tout d'un coup avec la porte. Il y a beaucoup de vocabulaire qui ne ressemble pas au français. Ocurrir veut dire avoir lieu, se passer. De repente en 2 mots veut dire soudain, tout d'un coup, etc. Vous avez ici la puerta qui veut dire la porte, et ça c'est du vocabulaire dont vos camarades ont eu besoin pour répondre à la première question et à la deuxième question. Vous allez répéter après moi. Alors en plusieurs fois si c'est nécessaire, vous pouvez séparer la phrase en plusieurs parties. Vous allez probablement être obligé de vous y reprendre à plusieurs fois pour dire de repente, mais c'est nécessaire d'y arriver, même si vous le faites en plusieurs fois. Donc, que ocurre de repente con la puerta? Vous faites pause et vous lisez à voix haute. Et normalement, j'ai donné à vos camarades en classe tout le vocabulaire nécessaire pour la question 1 et la question 2, enfin pour les réponses à la question 1 et à la question 2, que vous pouvez réutiliser ici. Bien, eh ben, voilà une question qui ne va pas du tout vous aider. Vous n'allez pouvoir réutiliser aucun des mots, aucune des structures de la question. Pas de chance, parce que je demande que fait-elle? Donc là, vos camarades m'ont probablement demandé tout le vocabulaire nécessaire pour répondre. Vous répétez après moi, que hace? Pause et lecture. Et peut-être que dans cette question-là, il y a du vocabulaire pour répondre à la première. Que voit-elle quand elle entre dans le magasin? Peut-être qu'il y a une réponse toute faite ici, dans la question numéro 2, une réponse toute faite à la question numéro 1. Faites attention à la prononciation ici du V, on prononce comme un B, ici le U se prononce cuando, et ici vous avez le mot magasin qui se dit tienda, et entrer dans, ça se dit entra a. Elle entre dans, entra a. Vous lisez après moi, que ve cuando entra a la tienda. Vous faites pause et lecture. Une question et 2 images. Que voit-elle sur le sol? Ce qui serait la traduction mot à mot. En français, on dirait plutôt qu'est-ce qu'elle voit par terre. Vous répétez après moi, que ve en el suelo. Pause et lecture à voix haute. Alors vous ferez attention à un détail, c'est que ici, ce verbe-là, que vous retrouvez ici, ou ce verbe-là, ici, ou celui-là, vous pouvez constater qu'il n'y a pas de pronom sujet comme en français. Il, elle, je, tu, nous, vous n'existe pas en espagnol. La terminaison du verbe suffit pour connaître la personne à laquelle il est conjugué. Donc, vous n'avez pas de je, tu, il, elle en espagnol. Vous avez simplement le verbe tout seul avec sa terminaison qui vous donne la personne. Alors ici, vous avez un mot qui peut être utilisé pour répondre à la dernière question de la diapositive précédente. Ça veut dire le jouet. Ça se prononce juguete. Et la question signifie que fait-elle avec le jouet? Vous répétez après moi, que hace con el juguete? Pause et lecture à voix haute. Alors pour répondre à ce genre de questions, vous pouvez utiliser Google Traduction ou Reverso. J'aime bien Reverso parce qu'il donne beaucoup de traductions possibles pour un seul mot. Et par contre, vous ne devez pas rentrer dans Google Traduction ou dans Reverso toute votre phrase de réponse en français. Parce que ça ne servira à rien. Vous devez simplement demander du vocabulaire, des mots isolés. Et à ce moment-là, vous pouvez répondre en fabriquant vous-même votre phrase. C'est important que vous fabriquiez vous-même votre phrase.
On retrouve un verbe que nous connaissons déjà. Vous faites attention. Et non, ici, il n'y a pas de problème de construction puisqu'on n'a pas de verbe à l'infinitif. Mais vous, quand vous allez répondre, vous ne devez pas mettre de préposition de après le verbe tenter, de, essayer, de. Votre sujet se trouve à la fin et le verbe se trouve ici au milieu. Que tente le jouet ou qu'essaye de faire le jouet. Mais que tente le jouet me semble mieux. Vous répétez après moi. Que intenta el juguete. Pause et lecture à voix haute. Dernière question de la diapositive avec deux verbes, qui peuvent être utilisés, encore une fois, comme réponse ou dans la réponse à la question précédente. Puede, ça veut dire il peut. Escapar veut dire échapper. Non, réflexion faite, c'est juste ce verbe-là que vous allez, à mon avis, avoir utilisé dans la question numéro 2. Pourquoi ne peut-il pas s'échapper? Oui, alors l'espagnol dit en réalité pourquoi ne peut-il pas échapper? Il n'y a pas de pronom réfléchi devant. Vous lisez après moi, ¿por qué no puede escapar? Pause et lecture à voix haute. Une seule question pour l'instant sur cette image très agrandie, et je l'ai fait exprès pour que vous puissiez voir le fond qui se trouve là. Et comme souvent dans les dessins animés en général, mais surtout les dessins animés en images de synthèse, quand le dessin animé est bon, s'ils mettent quelque chose dans le dessin animé, ça n'est pas par hasard. Souvent, ça a été pensé. Quand ils placent quelque chose dans un dessin animé comme celui-là, souvent ils se disent pourquoi est-ce que je mets ça dans le dessin animé? Est-ce que ça sert à quelque chose? Et le détail, la mosaïque que vous avez au fond, joue un rôle dans l'ambiance générale du dessin animé. Ça apporte un sens, une fois qu'on connaît le dessin animé. Et j'ai demandé à vos camarades en classe, attention c'est masculin en espagnol, la mosaïque sur le sol a la forme de quoi? Oui, petite virgule, point d'interrogation à l'envers, à l'intérieur d'une même phrase, puisque le ton interrogatif, vous commencez à le mettre ici, et non pas au début de la phrase. Alors, pour répéter cette question, il faudra peut-être vous y reprendre en plusieurs fois. Vous pourrez faire une pause ici, et vous pouvez dire el mosaico en el suelo tiene la forma de qué. Vous faites pause et lecture. Alors, cette forme un petit peu bizarre de poser la question, en fait, ça a aidé beaucoup vos camarades en classe, parce que vous avez une phrase affirmative en réalité ici. Vous supprimez ce point d'interrogation, vous enlevez l'interrogatif qui se trouve là, et vous le remplacez par la réponse. Et vous avez une phrase qui est toute faite. Alors, la forme qui est sur le sol, j'ai rajouté une petite image pour vos camarades, parce que des fois, dans la salle de classe, on ne voit pas toujours très bien ce qui est au tableau, et donc j'ai rajouté ce petit dessin que je ne vais pas laisser parce qu'il est assez agaçant. Hop, et voilà. Et dans la question suivante, je vous apporte la réponse à la première question de la diapositive, parce que je vous demande pourquoi y a-t-il un tourbillon sur le sol. Et ça se dit, vous répétez après moi, porque hay un torbellino en el suelo. Donc vous faites pause et lecture. Et comme la question est sur fond foncé, eh bien il peut y avoir plusieurs réponses possibles selon l'interprétation que vous faites de l'image. Alors moi j'ai une interprétation assez particulière sur les tourbillons comme ça, particulièrement ceux qui sont en mer et qui représentaient un véritable danger pour les bateaux. Alors maintenant, nous approchons du dénouement avec cette question. Que veut-elle toucher? Vous répétez après moi. Que quiere tocar? Pause et lecture à voix haute. L'image suivante, j'attire votre attention sur un détail qui sont les yeux. Les yeux en espagnol, ça se dit los ojos. Et je vous demande ici de quelle couleur sont les yeux. J'espère que vous avez un écran suffisamment grand pour le voir. Vous répétez après moi. De qué color son los ojos? Pause
et lecture à voix haute. Alors cette question-là ne va pas vous aider beaucoup parce que vous n'allez pas pouvoir réutiliser les deux pauvres mots de vocabulaire qui sont dessus. Je vous demande que se passe-t-il? Que pasa? Pause et lecture à voix haute. Et vous avez ici en réalité deux images. Ici vous avez l'image qui sert de fond d'écran. Oui, c'est une diapositive qui concerne beaucoup les yeux. Ce fond d'écran que vous avez ici, vous le retrouvez ici en plus petit. Là, vous avez une image qui est extraite du moment où Alma passe à l'intérieur de la poupée et il y a toute une succession d'images très très rapides et j'ai réussi à capturer celle-là. Ça peut être assez amusant pour vous si vous êtes intéressé, si vous avez les réflexes. Ça va être d'essayer de faire pause pour voir toutes les images qui sont passées en accéléré. Là, vous allez découvrir des choses assez curieuses et bien entendu effrayantes, parce que c'est pratiquement un dessin animé d'horreur. Alors une image ici toute seule, pratiquement la même qu'ici, mais il y a une différence, mis à part que l'on ne voit plus la main. La différence se trouve bien entendu au niveau des yeux, ojos, et vous avez ici la même image, mais j'ai enlevé toutes les couleurs sauf la couleur des yeux. Et j'ai demandé à vos camarades en classe de quelle couleur sont-ils maintenant. Alors, je n'ai pas répété les yeux, parce que je n'avais pas la place de le mettre. Vous répétez après moi, de qué color son ahora? Pause et lecture à voix haute. Je vous recommande de bien retenir ce mot-là, ahora, qui veut dire maintenant. Si jamais vous allez en Espagne, c'est un mot que vous entendrez assez fréquemment, c'est plus que probable. Et une dernière question sur fond foncé, ça veut dire qu'il va falloir réfléchir, apporter une analyse, et je vous demande ici, pourquoi sont-ils verts? Avec du vocabulaire pour répondre à la question précédente. Vous répétez après moi, ¿por qué son verdes? Pause et lecture. Et j'ai glissé ici en tout petit quelque chose qui pourrait vous servir pour la réponse. En sachant que Alma, c'est à la fois un nom propre, le nom de la petite fille, et en même temps ça veut dire l'âme. Et on peut se demander où elle se trouve maintenant. Donc notre fond d'écran, la vision de l'intérieur de la poupée, avec une première question. Qui sont les autres poupées? Voilà un mot important pour cette vidéo, muñecas. La muñeca, ça veut dire la poupée, et le poignet, ça veut dire les deux. Vous pouvez remarquer que l'interrogatif ici a été mis au pluriel, puisque je demande l'identité de plusieurs poupées. Vous répétez après moi, ¿Quiénes son las otras muñecas? Vous faites pause et lecture à voix haute. Question et photo suivante. Qu'est-ce qui apparaît dans la vitrine? Mot masculin, je vous le rappelle. Vous répétez après moi. Que aparece en el escaparate? Pause et lecture à voix haute. Dernière question, dernière image de la diapositive. Qui est dans la rue? Alors la rue, c'est un mot important. La calle, attention, c'est un double L. Vous pouvez voir ici l'interrogatif au singulier, l'interrogatif au pluriel. Qui est dans la rue? Vous répétez après moi. Quien está en la calle? Vous faites pause et lecture à voix haute. Attention, si jamais vous avez à écrire la réponse, n'oubliez pas l'accent écrit qui se trouve ici. C'est une faute grave de grammaire qui change le sens du mot si vous oubliez l'accent. Et par conséquent, c'est un des rares cas où je compte une faute d'accent. Alors là, c'est une question sur fond foncé parce que tout le monde n'aura peut-être pas forcément la même réponse. C'est une question d'analyse aussi. Et je vous ai mis le monstre. Où est-il? Vous répétez après moi. El monstruo, donde está? Pause et lecture. Bon, je vous ai mis cette image qui est en partie une réponse. Je pense que vous pouvez deviner maintenant où se trouve le monstre. Je n'ai aucun doute, vos camarades ont dû trouver la réponse en classe. Et ça nous donne ceci.
Hein. Quand je vous dis que dans un dessin animé, particulièrement les dessins animés en images de synthèse, tout est pensé, tout est réfléchi, vous pouvez voir ici ce qui a probablement été fait exprès, une espèce de monstre qui a été dessiné en utilisant un style qui existe, qui s'appelle le style Art déco, qui était à la mode, si je ne me trompe pas, à la fin du 19e siècle en Europe, et qui reprenait des formes en général végétales que l'on retrouvait dans la nature. Et ils en ont profité pour que ça ressemble à un monstre. Mais on ne le voit pas forcément du premier coup. Moi, je m'en suis rendu compte en faisant cours la première année où nous avons étudié cette vidéo. Alors, je vous ai mis du vocabulaire. Alors, je pars du haut. Hein, les sourcils, las cejas. Vous répétez après moi, las cejas. Pause et lecture. Ensuite, un œil qui se dit un ojo. Pause et lecture à voix haute. Les Espagnols utilisent aussi le mot ojo pour dire attention. Hein, vous vous rappelez que dans une copie, en français on va mettre un panneau danger, quand il faut faire attention à quelque chose, les professeurs espagnols vont mettre ojo. Et probablement qu'ils vont faire un petit point ici et un petit point là, parce que là aussi, ça va dessiner un visage, avec un œil ici, un autre œil là, et le nez là. C'est finalement le même système que vous trouvez dans la vidéo ici. C'est le même système qu'ont utilisé les concepteurs du dessin animé. Ça, c'est ce qu'on appelle une pareidolie. Une pareidolie, c'est quand, en regardant quelque chose, vous voyez autre chose, en général un visage. C'est quelque chose d'extrêmement fréquent, nous allons avoir l'occasion d'en reparler. Alors, une dent, ça se dit un diente. Pause et lecture à voix haute. Un croc, donc légèrement différent, plus agressif, ça se dit, vous répétez après moi, un colmillo. Pause et lecture à voix haute. Vous pouvez le répéter en 2 fois, colmillo, avec un double L ici. Alors je le précise à chaque fois, parce que souvent certains élèves peuvent avoir l'impression qu'il y a un L suivi d'un I. Non, il s'agit bien d'un double L. Enfin, nous avons une bouche, vous répétez après moi, ça se dit una boca. Pause et lecture à voix haute. Et l'ensemble forme une tête qui se dit, attention, ne zozote pas, vous répétez après moi, una cabeza. Pause et lecture à voix haute. Petite astuce pour s'en souvenir, una cabeza, ça ressemble beaucoup à une caboche. C'est un petit moyen pour s'en souvenir. Là, je crois que j'ai le clic qu'ont détesté vos camarades. J'ai entouré en rouge le vocabulaire et vous voyez ici une image GIF qui indique que vos camarades ont dû copier ce vocabulaire. Donc si vous n'avez pas été en cours pour cette diapositive, eh bien, vous aussi vous devez recopier ce vocabulaire en faisant bien attention à l'orthographe. Alors vous voyez sur cette diapositive que la pareidolie, c'est-à-dire cette astuce qui transforme les choses en visage, a été utilisée aussi à l'intérieur. Et on peut voir que d'une certaine manière, la poupée est à l'intérieur de la bouche, elle a été dévorée, le personnage a été en quelque sorte dévoré. Et ici, on est à l'intérieur du monstre. Alors la pareidolie, vous en avez plusieurs exemples. Là, vous avez par exemple un évier qui est en train de se vider avec de la mousse. Ici, ça a créé un tourbillon et ça donne l'impression que c'est un œil. Alors cette image, je trouve, est particulièrement bien adaptée à notre vidéo, puisqu'il est beaucoup question d'œil dans notre vidéo avec Alma et la poupée qui change la couleur de ses yeux. Vous avez les yeux du monstre également qui jouent, et vous avez ce tourbillon qui entraîne tous les gens qui rentrent dans le magasin au fond de ce tourbillon, entre guillemets. C'est une façon de voir les choses. Autre pareidolie amusante, là vous êtes en Italie, c'est un puits. Oui, c'est un puits. Alors en fait, derrière ce mur-là, vous avez ici une petite porte, vous avez un bassin avec de l'eau, des petites fenêtres ici pour vérifier s'il y a de l'eau dans le bassin qui se trouve derrière,
Et là, vous avez un système de pompe. Il faut faire avancer et reculer une barre métallique pour faire sortir de l'eau dans un robinet qui se trouve au-dessous. Autre pareidolie, alors ça arrive très très souvent, vous avez un arbre, je s'appelle Groot pour ceux qui connaissent, vous avez une tête de monstre ici, ensuite là, plus technologique, plus moderne, des caméras de surveillance qui forment un espèce de petit robot, encore une pareidolie. Là vous avez un vêtement qui ressemble à un piranha, et là vous avez quelque chose qui concerne un pays qui parle l'espagnol, il s'agit du Pérou, et au Pérou vous avez un site touristique et archéologique très important qui s'appelle Machu Picchu. C'est une ville inca en ruine qui se trouve au sommet d'une montagne, et cette montagne-là est un petit peu particulière. Est-ce que vous voyez quelle est la particularité de cette montagne? En rapport avec les pareidolie, bien sûr. Non? Ah, ben c'est qu'il faut tourner l'image sur le côté. Et là, vous pouvez voir que la montagne ressemble à un visage. Bon, personnellement, je crois qu'ils ont un peu trafiqué la photo en essayant de faire en sorte que ça ressemble ici à un œil. Parce que ce détail-là, je ne le vois pas ici. Mais bon, c'est bien fait quand même, c'est une bonne idée. Et une dernière pareidolie pour partir, une pareidolie qui bouge. Des œufs au plat qui parlent, oui, c'est possible. Voilà, c'est fini, on se retrouve pour la prochaine vidéo, bon courage.